Fort intérieur avec Salas Tétier. Vous êtes un ouvreur, monsieur. Je n'évoque pas l'ouvrier papetier de l'origine du mot, mais celui qui, par les mots, trace vers l'outre-monde, l'expression est de vous, celui qui dévoile la femme et l'habille d'un même mouvement de ses mots à elle, celui qui convie toutes les cultures à partir du socle de la vôtre sur lequel vous avez érigé une rose des vents, celui qui poursuit le sens et n'en délivre qu'une ombre. Salas Tétier, 16 recueils de poésie jusqu'à maintenant, 25 essais, 6 carnets, 2 fictions, sans oublier vos livres d'entretien, vos traductions et les études et colloques qui vous sont consacrés sur plusieurs continents. Cela fait beaucoup pour un homme qui regarde fasciné le vide. Il faut dire que dans vos cavalcades, vous nous avez appris à prendre les contradictions pour des mirages et que vos chants nous aident à fracasser les certitudes aux semelles de plomb. Nous n'allons pas nous promener dans tous vos livres, mais nous arrêter, çà et là, du côté de la libanité, de la nuit, de la folie, de la femme, des civilisations, de la prophétie, c'est déjà beaucoup. Nous nous appuierons sur vos derniers ouvrages, Fièvre et guérison de l'icône, à l'Imprimerie nationale en 1998, Fiançailles de la fraîcheur, également à l'Imprimerie nationale, mais en 2003, Les carnets du méditant, chez Albin Michel en 2003, Brise et attestation du réel, chez Fata Morgana en 2004, et Si respirer. Et j'ajouterai à cela, si nous en avons le temps, Lecture d'une femme, puisque c'est une de mes icônes que vous aviez publiée chez Fata Morgana en 88. Nous attraperons par la queue également, ou par l'aile, certains de vos mots comme ambiguïté, porosité, tissage, outre-sens, brûlure ou rosée. Et bien maintenant, Salas Tétier, ouverture sur le Liban, à l'époque du mandat français, au sein d'une famille de l'islam sunnite. Cette libanité, en fin de compte, vous habite constamment. Bien sûr, comment faire autrement? Je suis libanais, c'est-à-dire que je suis d'une certaine façon de nulle part, puisque le Liban, dans l'histoire, mais aussi dans la projection mentale, est essentiellement un point de rencontre de l'Asie, qui s'achève là, de la Méditerranée, qui là commence, et puis il y a, à portée de main en quelque sorte, l'Europe, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je dis Europe, et l'Afrique. L'Afrique qui est aussi à portée de l'autre main. Et donc je suis né là, je ne l'ai pas fait exprès, mais je ne le regrette pas parce que j'ai toujours eu pour l'Asie à laquelle je tourne le dos une énorme fascination et pour la Méditerranée vers laquelle se tournent mes yeux une immense nostalgie qui m'a fait un jour prendre. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas encore d'avion, où les avions étaient généralement à usage militaire, prendre un de ces bateaux fabuleux qui traversaient la Méditerranée pour aller vers l'autre rive de la Méditerranée, la France, où j'ai fait mes études, où j'ai fait une grande partie de ma carrière diplomatique et où j'ai bâti, vous appelez ça une œuvre, j'espère que c'est une œuvre. Dans un magnifique texte qu'il vous a consacré, Yves Bonnefoy insiste sur la difficulté qu'il y a à être à la fois arabe et de langue française. Vous l'avez senti, cette difficulté? Parce que, à vous lire Salas Tétier, on n'a pas l'impression qu'il y a il y a des tensions dans votre œuvre, mais on n'a pas l'impression que la tension se situe dans ce lieu-là, entre arabité et francité.
la tension se situe dans d'autres secteurs que nous verrons, et notamment peut-être entre l'éros et la spiritualité, entre les éléments de la mort et l'appétit de la vie. Là, il y a des tensions. Mais c'est comme si arabité, francité, c'est comme si vous les aviez passées d'une manière assez chorégraphique. J'avoue, à ma grande confusion, qu'il n'y a jamais eu de problème pour moi pour passer de mon univers linguistique et surtout mental premier, qui est le monde de l'arabité, sous sa forme libanaise, et de l'islam, sous sa forme libanaise, j'y insiste, et la France, qui est à la fois francité et qui est francophonie. Et personnellement, j'aime mieux le mot de francité parce qu'il me paraît, au-delà des interprétations nombreuses et peut-être racistes qu'on pourrait en donner, un mot très chargé de valeur si on veut le prendre, comme je le prends moi-même, positivement. Il y a une francité. Il y a une francité en France, mais il y a une francité rayonnante des valeurs françaises dans le monde. Je lis ici ou là que des gens qui ne sont pas issus de l'Hexagone ont eu des problèmes avec la langue française, notamment des problèmes d'identité. Je lis que même des Antillais, même quelqu'un, un grand poète comme de langue franco-créole comme Césaire, avoue qu'il a voulu casser la langue française pour des raisons de récupération de son identité. Eh bien moi non, n'est-ce pas? J'ai toute ma vie été chez moi, ici et là. Dans mon arabité libanaise d'origine et dans ma francité et dans ma francophonie d'arrivée. Et par conséquent, j'ai été diplomate, comme vous le savez, j'ai été ambassadeur dans des périodes de tension entre la France et le monde arabe, l'expédition tripartite contre l'Égypte de Nasser, la guerre d'Algérie. Il y a eu dans ma vie des coupures entre mes deux présences au monde, la française et l'arabe. Mais curieusement, je me suis toujours appuyé sur ce qui, en France, dépassait l'événement, dépassait l'accidentel, était ouvert sur le général, était ouvert sur l'humain, était ouvert sur ce qui fait de la France, quelle est la France, à savoir une parole humaniste à destination des hommes du monde entier. Je me suis toujours appuyé sur cela pour dépasser la coupure et chercher la césure. Et parce que c'est la vocation de la France que d'être ouverte sur le monde arabe de l'autre côté de la Méditerranée, que c'est la vocation du monde arabe que de regarder vers la France qui est en quelque sorte la porte de l'Europe. La césure a toujours été la césure recousue, la coupure dépassée ont toujours été au rendez-vous à la fois de l'histoire et du cœur. Oui, je comprends. Donc en allant vers le haut, vous avez évité éventuellement les brisures que la situation politique, les différentes situations politiques du passé auraient pu occasionner à votre destin. D'un autre côté, Salacetier, dans votre destin, il y a ce poète, ce méditant, un de vos derniers ouvrages s'intitule Les carnets du méditant, l'homme qui interroge le destin, l'homme qui interroge le silence, l'homme qui interroge le sens, et puis toute une partie de votre vie qui a été consacrée à l'action diplomatique. C'est-à-dire au regard de l'actualité la plus brûlante, que vous n'avez pas abandonnée, puisque certains de vos derniers textes sont des textes engagés par rapport à la situation du Proche-Orient. Donc, avez-vous pu trouver entre le regard de l'intériorité poétique de ce méditant et
l'homme engagé dans la vie de la cité? Avez-vous pu trouver cette césure dont vous parliez et que vous aviez trouvée entre francité et arabité? Cette césure traversée, n'est-ce pas? Cette césure souple, justement, Oui, oui. je tiens au mot césure parce qu'en effet, il indique la différence, Oui, mais en même temps la mais en même temps continuité. la Oui, continuité. oui, oui. Et oui, j'ai eu le bonheur chaque fois, le bonheur difficile chaque fois, de me dire, en réfléchissant et en agissant, que les accidents font partie de la nature des choses et que pour un homme qui s'est défini assez vite comme l'homme du double pays, ces césures étaient l'occasion précisément de prendre, je dirais, son aiguille pour repriser ce qui, occasionnellement, même gravement, même si gravement, a été déchiré. Et je pense aujourd'hui, à la fin des choses, puisque je suis depuis une dizaine d'années maintenant à la retraite et que mon action, si action il y a, est essentiellement dans le domaine de la réflexion, je pense que le destin de l'arabité et celui de la francité, par l'histoire et la géographie, sont indissolublement liés. Et j'ai souvent réfléchi à ce que Mallarmé dit des Français. Il dit des Français qu'ils sont imaginatifs et abstraits. Et il me semble que dans ces deux adjectifs, on peut retrouver également la structure mentale des Arabes, qui eux aussi sont des imaginatifs. Il n'y a qu'à voir le foisonnement des mille et une nuits, par exemple, ou l'imagination extraordinaire, cosmique du Coran, pour se rendre compte de la qualité de l'imaginaire arabe, mais en même temps, les Arabes sont les inventeurs, comme chacun sait, ou les améliorateurs de l'algèbre, qu'ils ont poussé aussi loin que possible. Ils sont les inventeurs des logarithmes, ils sont les héritiers de la philosophie grecque, qu'ils ont également poussé jusque dans ses derniers retranchements pour retrouver Dieu de l'autre côté de la logique et du raisonnement par figure, et par conséquent, il y a dans la structure mentale des uns et des autres suffisamment de points d'affinité, de points de porosité, de points de passage pour que on se dise que ces deux ethnies sont faites, ce qui a eu lieu dans l'histoire, pour se rencontrer, quelquefois pour le pire et heureusement désormais pour le meilleur. En fait, cette porosité, vous venez de citer le mot, Salah Sétier, est très importante chez vous. Porosité entre votre monde d'origine et cette langue française qui est votre langue d'écriture, porosité entre votre islam d'origine et l'ouverture aux autres cultures du monde. J'ai relu encore récemment de vous des textes sur Saint Jean, sur le Christ, qui montrent que vous les comprenez non peut-être pas comme un croyant, mais enfin, en tout cas comme quelqu'un qui est capable de les vivre de l'intérieur, même s'il ne s'agit pas d'un acte de foi, vous les vivez avec leur propre vibration. Et porosité aussi entre l'homme d'action et le méditant. Quel beau mot, le mot porosité en soi, n'est-ce pas? Le Méditerranéen que je suis et qui, dans son enfance, n'avait pas à sa disposition les moyens de rafraîchir l'eau qu'on a maintenant, les réfrigérateurs, buvait chaque matin l'eau de la gargoulette qui avait été exposée à la froidure de la nuit pendant l'été, et cette gargoulette avait recueilli par porosité précisément toute la froidure des astres de la nuit, toute la froidure venue des brises de la nuit, venue de la mer nocturne. Par conséquent,
Ce mot de porosité, et vous avez raison de le souligner comme étant un de mes mots clés, parce que les mots, on les trouve dans l'exercice premier de la vie, et puis ensuite, ils se chargent de sens, ils se chargent de symbolique. Ce mot de porosité est un de mes mots clés et j'y tiens. Oui, mais par rapport justement, je reviens toujours un peu à mes moutons, comment avez-vous, êtes-vous arrivé à trouver une harmonie entre l'homme tourné vers l'action et le méditant en vous? Oui, j'ai eu la chance d'être le spectateur de moi-même. J'ai agi parce que j'étais appelé à agir. Euh, un diplomate, surtout quand il est le représentant d'un pays en guerre, le Liban a traversé pendant mes années actives une des guerres les plus graves qui soit, guerre dite civile, mais qui en fait d'abord est la plus incivile des guerres. Il n'y a pas de guerre plus incivile qu'une guerre dite civile. Et d'autre part, c'était une fausse guerre libanaise, puisque toute la région, tous les États de la région, et même au-delà de la région, les intérêts mondiaux traversaient la crise libanaise. Et donc, j'ai été l'ambassadeur, comme il m'est arrivé de l'écrire, d'un incendie. J'ai dû donc agir, j'ai dû essayer de sauver les meubles. Dans mon action au sein d'une organisation internationale qui était l'UNESCO, où j'ai été le représentant du Liban pendant 16 ou 17 ans, auprès d'autres gouvernements, où j'étais l'ambassadeur de mon pays. Il fallait agir dans l'urgence. Mais en même temps, derrière cet homme d'action, il y avait quelqu'un, et ça, je crois, fait partie d'un autre de mes mots, qui est le mot d'ambiguïté, de mon ambiguïté personnelle, de ma formule d'ambiguïté personnelle. Il y a eu tout le temps quelqu'un qui a regardé l'homme d'action agir tout en gardant sa liberté par rapport à cette action, liberté de jugement, liberté de regard sur les choses du monde, sur les hommes qui font l'événement, et c'est ce retrait qui m'a permis d'écrire. J'ai écrit pendant 10 ans sans publier, 10 ou 15 ans même sans publier, et qui m'a permis, j'espère, de traverser sans dommage ces terribles événements. Presque nuit. Et de grands papillons sont tombés dans la mort, dans les défroissements de l'origine. Ils ont des yeux pour regarder la mort, pour regarder le feu et les sommeils, cela qui fait de la violence de leurs ailes soleil et nuit dans le multiple songe de ces jardins incendiés d'oubli. Un homme est traversé par des couleurs, et je le vois dormir dans sa paix retenue. Au-dessus de sa vie est le plus sobre ciel, avec l'enfant de l'araignée pour tout recoudre. Musique et dispersion de ces pollens sonores qui deviendront nuages et rages de l'esprit, contre cela qui tend sa main réelle, comme une barque immense de l'esprit, brûle et se tait. Papillon de joie pure, papillon de substance, le grand désir de vos corolles vous dévait, comme seront dans le miroir les ombres filles, dénudées par les arbres, et remirant leur feu à des feux de prairie. Les papillons sont les témoins de la substance, voilés de pluie et de repli, ô corps d'amour.
Les sources de ta vie sont dressées dans les branches, et ces chants d'asphodèles, sous la lumière écartelée, reprise, dans les surgissements et les débris. Ce qui va, ce qui vient, c'est toi, cœur, et ces battements de ce cœur. Il s'agit donc, Salah Sétier, d'une pièce de l'un de vos derniers recueils, Brise et attestation du réel, que vous avez publié chez Fata Morgana, qui commence d'ailleurs par des images assez noires, comme s'il s'agissait presque d'un testament, d'un adieu, ou envisageons de manière plus positive d'un au revoir, mais malgré tout, au fur et à mesure où l'on avance dans ce recueil, et c'est ce qui m'a plu, il y a des éléments de lumière, de rosée, cette rosée qui est si souvent présente dans votre poésie, cette sensualité quand même qui se réveille, probablement dans la mémoire du poète. Donc vous êtes parti sur une méditation assez sombre, mais c'est comme si à un moment donné, vous avez éprouvé le besoin d'ouvrir la fenêtre. Oui, mais les fenêtres peuvent n'ouvrir que sur le noir. Et je pense, à un moment de ma vie, de ce qu'il faut bien appeler la fin de ma vie, où il y a de plus en plus de fenêtres, de plus en plus de besoin d'ouvrir toutes ces fenêtres, et de plus en plus de nuit dans la fenêtre. Mais enfin. Et les papillons, l'éphémère, mais c'est un éphémère qui chante aussi la beauté. C'est vrai, j'aurais eu une compagne constante à travers la poésie, à travers la beauté. Je pense que le secret du monde est peut-être dans la beauté créée du monde, mais aussi dans la beauté créée par les hommes. Et la beauté est évidemment dangereuse dans la mesure où vous avez employé tout à l'heure le mot d'icône, la beauté créatrice de médiation, la beauté d'homme est créatrice de médiation, mais de médiation solidifiée, matérialisée. Et ces médiations peuvent devenir des idoles. Et je crois que la principale entreprise de l'esprit et sa seule victoire, c'est, tout en se formulant par les nécessaires idoles, d'arriver tout le temps à les traverser et tout le temps de liquifier ce qui s'est solidifié. Je ne crois qu'à la fluidité. Et plus je vais, plus je crois qu'il faut jusqu'au bout garder cette fluidité. Mais là, nous retombons dans une sorte de matérialisation, puisque pour moi, souvent, la fluidité, c'est la rosée que vous venez de rappeler, la rosée qui est à la fois l'eau du monde tombée sur les choses, mais qui est aussi peut-être une façon aussi de matérialisation qui est dangereuse si elle se solidifiait, si elle devenait pierre. Et de toute ma force, je lutte contre toute pétrification. C'est ça, donc la raison qui est là contre les idoles, la raison qui est là contre la pétrification, pour que le monde reste chorégraphique et fluide, mais la raison qui ne dit pas le sens de la vie. Car il y a dans votre démarche de poète une quête de sens, parce que c'est de la dignité de l'être humain de s'interroger, mais il n'y a pas de réponse. Il faut éviter en tout cas de croire que le signe est la réponse. Il faut traverser le signe. Tout signe immobilisé risque de devenir idolâtrique et donc d'empêcher cette traversée qui, s'il y a un salut, ne peut être atteint que par le maintien de ce rythme de la traversée, le pas gagné
comme dit un de mes poèmes de référence, qui est Rimbaud, le Rimbaud d'une saison en enfer. Il faut garder le pas gagné et cela jusqu'au bout. Vous dites dans Brise attestation du réel que le mot brûlure vous a persécuté. Le mot brûlure aussi est un de ces mots qui m'ont accompagné. J'ai donné en dédicace à l'un de mes livres cette formule, un lieu de brûlure. Et la brûlure, en effet, est à la fois la brûlure issue du cœur, la grande flamme qui dit l'intensité d'être, mais en même temps qui dit la consommation de l'être. Fièvre et guérison de l'icône que vous avez publié aux éditions de l'Imprimerie nationale. On voit l'importance du jardin, on voit l'importance de la nature, on voit l'importance des différents éléments et on retrouve, me semble-t-il, quelque chose qui est très puissant chez vous, Salas Tétier, c'est-à-dire non pas la volonté d'opposer la nuit et le jour, l'eau et le feu, non pas de les opposer, mais de les associer, de dépasser leur opposition. Oui, je crois à l'unité du monde. Je crois, vous connaissez cette formule de Novalis, l'eau dit Novalis, dans son journal, l'eau est une flamme mouillée. Et je crois que nous tenons là une formule essentielle et que je revendique comme si elle était mienne. Je pense qu'il y a des porosités, des passages, des médiations incessantes de ce que nous appelons le monde intérieur à ce que nous appelons l'extérieur, de ce que nous appelons le monde extérieur à ce que nous appelons l'intérieur, et que l'homme, en tout cas, de ce que nous appelons la matière, de ce que nous appelons l'esprit, de ce que nous appelons le non-sens vers le sens et le sens vers l'outre-sens. Et je crois que l'homme est le dépositaire de tous ces passages. Je suis très frappé, puisque nous faisons allusion à des références, par le fait qu'Henri Michaud, qui est un poète que j'admire, bien que je ne sois pas de sa lignée, que j'admire beaucoup, très frappé, dis-je, du fait qu'un des livres importants de réflexion de Michaud se soit appelé Passage, au pluriel. Je crois que l'homme est le lieu de passage des choses, des idées vers leur destin qui s'inscrit dans l'histoire ou qui parfois s'inscrit de ce que nous pensons être une transhistoire. Et s'il y a une transhistoire, son lieu de formulation, son lieu d'accueil, son lieu de projection est l'homme. Transhistoire, outre sens, qui est un concept qui est très important chez vous, Salas Tétier, ces expressions sont séduisantes, mais... Plus que séduisantes, je leur donne vraiment une signification métaphysique. Je voudrais en savoir un peu plus. Prenons ce concept de outre-sens. Voilà, donc le sens n'est pas donné, on essaie d'aller vers l'outre-sens. Vers où va-t-on? Vers le vide? Vers le point d'interrogation? Vos livres se terminent souvent par des points d'interrogation. Ou bien vers quelque chose qui serait innommable, innommé? Nous nommons. Nous sommes des nominalistes. Je suis un nominaliste et d'ailleurs la philosophie arabe dont je me réclame est essentiellement une philosophie nominaliste, c'est-à-dire que nommant les choses, elle croit qu'elle les fait exister. Mais nommer les choses n'est rien, ne serait rien, si on devait s'en tenir aux choses, parce que les choses, même sans nom, existent en elles-mêmes. Et donc, à partir de l'homme, du moment où l'homme nomme les choses, il le fait parce que
il veut les disposer de façon à ce qu'elles ouvrent un seuil, à ce qu'elles ouvrent un sens devant l'homme, à ce qu'elles prennent un sens par le fait même d'être juxtaposées, et que dans cette juxtaposition des choses, il y a un tiers induit qui vient les éclairer. Mais ce tiers induit qui vient éclairer les choses est le sens, mais un sens qui reste ambigu. Et c'est là qu'intervient chez moi la notion d'outre-sens, c'est-à-dire que le sens lui-même se doit d'être traversé pour qu'on puisse être sûr qu'il a été atteint, que c'est uniquement au-delà du sens, s'il y a un au-delà du sens, et si véritablement on arrive à s'établir dans cet au-delà du sens, lui-même porteur d'un autre sens, si cette opération très subtile est effectuée, alors peut-être a-t-on réussi à appréhender quelque chose du sens. Et peut-être que s'établissant dans l'outre-sens, on est devant un nouveau seuil qui lui ouvre. Sur quoi? La réponse n'est pas à ma disposition. On est presque dans l'ordre de l'alchimie. Non, dans l'ordre, non, pas de, oui, de l'alchimie, si vous voulez, au sens baudelairien du mot, pas au sens premier du mot. Au sens baudelairien du mot, les poètes sont des alchimistes. En tout cas, de transformation d'une matière en une autre matière. Absolument, de métamorphose du vécu en mémoire. Et du premier sens vers autre chose qui n'est plus le premier sens. Et des choses en poésie. Oui, c'est une opération alchimique dans ce sens-là, et je la revendique comme telle. Voilà, avec comme matière le mot, et chez vous, la sonorité, contrairement à ce qui s'est passé dans une partie de l'aventure de la modernité occidentale, où on a l'impression que la sonorité avait été abandonnée, mais l'oralité, la sonorité, sont chez vous absolument fondamentales dans ce processus alchimique. Vous voulez parler de la musique, peut-être. Je donne en effet beaucoup d'importance dans ma poésie et même dans ma prose à la musique. Et je pense que la musique des mots est porteuse d'un espoir. Et que cet espoir est précisément que les mots sont traversés à la fois par une fluidité et une transparence, et que les mots, à la manière dont les pensées Mallarmé, qui lui aussi est pour moi une référence, dans une certaine disposition, à la fois d'écho interne, mais aussi de réponse d'un mot à l'autre, d'un point de vue musical, sont porteurs d'un sens qui n'est pas nécessairement clair, parce que très souvent, et cela on l'oublie trop, le sens est obscur. Et l'essentiel est de tenir compte aussi de l'obscurité du sens. Le matérialisme est là où on revendique pour le sens qu'il soit clair. Le rationalisme veut que les sens soient clairs et qu'ils soient coordonnés. Les sens au pluriel, qu'ils soient coordonnés entre eux. Je revendique l'obscurité. Je revendique, j'ai droit à ma part d'obscurité, et cette part d'obscurité, je place mon espérance en elle, et je la retrouve dans cette part d'obscurité que les mots, dont les mots eux-mêmes sont porteurs. La nuit est peut-être aussi éclairante
pour le jour que le jour l'est pour la nuit. Alors la poésie rend bien compte, Salah Sétier, de cette fluidité, car j'emploie à nouveau le mot fluidité par rapport justement à ce sens qui se dérobe, comme s'il courait, mais néanmoins on peut éventuellement le pressentir passer. Cela dit, lorsque vous écrivez Carnet du méditant, nous ne sommes plus dans la même fluidité, nous ne sommes plus dans l'ambiguïté, puisqu'il s'agit, disons, d'apophthegmes, de maximes ou de sentences, qui, elles, sont beaucoup plus fermées, et je dirais même beaucoup plus solidifiées que ne peut l'être la poésie. C'est vrai, mais chaque fois que je l'ai pu, j'ai maintenu dans l'apophthegme, dans la pensée condensée, la part de mystère qui me paraît faire partie de notre être même. Et il y a un livre de Maurice Barrès bien oublié aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup, non pas le livre, mais le titre, Le mystère en pleine lumière. Je crois que l'esprit, et notamment l'esprit de poésie, doit maintenir au centre même de la limpidité ce mystère. Ce que Breton, qui est un magnifique analyste et qui est un grand esprit occidental, a appelé, d'une formule magnifique, le noyau infracassable de nuit. Je pense que la poésie est ce qui maintient, à travers la limpidité de la langue, ce noyau infracassable de nuit qui est, pour chacun de nous, le noyau central de son être. Entretien avec moi-même, c'est ce que vous écrivez dans les Carnets du méditant, aux éditions Albin Michel. À quoi sert la poésie? Réponse. La poésie ne sert à rien. À quoi sert la vie? La vie ne sert à rien. Et à nouveau, donc, le dialogue se poursuit. La vie sert à donner vie à la poésie. Je pense vraiment que peut-être que le dernier mot appartient à la poésie et que le sens de la vie est la poésie de la vie. Salah Sétier. Contre ta joue est un baiser de verre. Ta bouche est transparente. C'est un grand papillon descendu de la mort. Il porte vers chacun le frais, l'impur pollen des destructions habiles. Les jeunes fiancés, leur nudité d'enfance, ont emporté leur sang corbeille pour que soit plus vide la maison. Des vagues longues noires ont traversé la chambre où tu rayonnes. Tu as posé de loin ma main sur ta lumière. Le lit s'est fait flambeau pour que ta cicatrice y brûle entre ses linges. Ô mon intime, ne me dis pas ton nom. Ta vie encombrée de sommeil, s'apprête à disparaître. Les singes vont venir. Je dormirai, pauvre fou, près des outils. Quels outils? Les outils qui sont nos compagnons ordinaires, tout ce qui nous fait bouger, faire, et tout ce qui fait partie au quotidien de la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, pour reprendre le vers de Verlaine. Les outils, c'est aussi ces outils intellectuels qui sont subtils, mais que nous avons souvent du mal
à employer comme il devrait l'être et qui souvent nous tombent des mains. Donc ces éléments à la fois de la vie matérielle et de la vie intellectuelle qui sont confrontés dans ce texte de Salah Sétier, qui vient d'un de vos derniers recueils, Si respirer, qui sont confrontés à l'amour. Et au lieu de l'amour, le lieu de l'amour qu'on retrouve très souvent chez vous. Sûrement. Voilà. Et on s'aperçoit que la femme, la césure même de la femme, la sensualité de la femme, la rosée de la femme, tout cela court à travers toute votre œuvre poétique. Le lit est important parce qu'il est le lieu de la naissance, il est le lieu de l'amour et il est le lieu de la mort. C'est probablement une des icônes les plus fortes qui nous accompagne pendant toute la traversée. Et en effet, il y a dans mon œuvre beaucoup de lits. Alors nous avons commencé cette rencontre, Salah Sétier, en évoquant l'arabité, le Liban. Nous allons parler de votre relation au Coran, puisque vous avez consacré un ouvrage au prophète, Mahomet, comme on dit en France, Muhammad, qui a été publié aux éditions Pygmalion et repris ensuite en collection de poche chez Albin Michel. Mais avant d'aborder l'aspect spirituel, voyons l'aspect tragique de la situation politique. Vous l'avez évoqué pour le Liban, mais je sais qu'à travers certains de vos textes, que ce soit des textes d'engagement politique ou des textes d'engagement poétique, cette profonde blessure qui est pour vous la situation du Proche-Orient et de la Palestine réapparaît souvent. Oui. D'abord, mon livre sur Mahomet répondait chez moi à une volonté de faire le point, de savoir où j'en étais. Je suis d'origine musulmane. Toute mon enfance a été baignée par les rythmes et les rites de l'islam. Et puis, je trouve l'ambiguïté de ma formation, cette dualité qui fait partie probablement de ma personnalité. Je suis un musulman de vieille souche. Ma famille est attestée à Beyrouth depuis le XVIIIe siècle au moins. Et je suis confié d'abord au collège protestant français de Beyrouth où je fais mes premières années de scolarité, puis ensuite je suis l'élève des pères jésuites avant de finir, entre guillemets, à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études. Donc, je traverse un vaste panorama intellectuel et spirituel en quelques années, et cela, je ne l'ai jamais oublié. Et donc, je me réfère, je dirais, par l'ombilique à l'islam, n'est-ce pas, bien que mon alambic ait distillé bien d'autres essences. Mais l'ombilique est important. Et donc, à un moment donné, arrivé à l'âge où je suis, et l'islam étant actuellement sur la scène du monde, cette religion, mais aussi cette culture et cette civilisation profondément cernée, et il faut bien le dire, attaquée et attaquante, n'est-ce pas? Nous sommes, contrairement à ce que tous les atténuateurs essaient de dire, nous sommes en plein choc de l'histoire. Le choc des civilisations, il ne faut pas se raconter des histoires, nous y sommes. Choc feutré, souvent, choc violent, d'autres fois. N'est-ce pas? On ne me dira pas que ce qui se passe en Palestine est un choc feutré. On ne me dira pas que ce qui se passe en Irak est un choc feutré, n'est-ce pas? Et très souvent, ce qui est mis en cause par les uns ou les autres, c'est l'islam en tant que tel. L'islam qui, de son côté, attaque, se défend, est rendu fou. Et ce qui a rendu fou l'islam depuis la fin de l'ère des colonisations, c'est qu'il a été
tout le temps recolonisé, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Asie à travers l'Afghanistan. En Afrique du Nord, comme vous le savez, il y a eu les profonds troubles et la guerre d'Algérie. En Égypte, il y a eu les coups très sévères portés à Nasser par l'expédition tripartite à un moment donné, puis par les différentes guerres israéliennes. En Afghanistan, ça a été l'occupation de ce pays par les soviétiques. L'Irak est occupé aujourd'hui par les Américains après que l'Irak de Saddam ait lui-même attaqué le Koweït. Donc tout cela fait que l'islam est très perturbé actuellement et que son image est extrêmement détériorée dans le monde et qu'elle l'est souvent par des gens qui ont intérêt à détériorer cette image en oubliant que l'islam est tout de même une des très grandes civilisations, une des très grandes cultures, une culture capable de tout ce que nous voyons se déployer sur la scène géographique de l'islam. Il y a des villes fabuleuses, il y a des architectures fabuleuses, il y a une poésie fabuleuse du monde islamique, il y a une musique fabuleuse du monde islamique, il y a les mille et une nuits. Ce n'est pas une civilisation qu'on peut passer sous silence, ni par profit et perte, n'est-ce pas? Mais l'islam a des ennemis et il faut dire que le problème créé par l'installation d'Israël en Palestine n'a pas arrangé les choses et je suis de ceux qui pensent que l'origine des graves perturbations schizophréniques qu'a connu l'islam est en Palestine, n'est-ce pas? Et dans ce choc terrible, ce choc historique terrible et qui a été ressenti comme tel, qu'a été la création de l'État d'Israël, création légitimée par les Nations Unies, mais les peuples de l'islam ont ressenti cette création il y a plus de 50 ans maintenant comme un véritable viol et que cela a abouti à toutes ces conséquences dramatiques que l'on sait. Donc, parce que l'islam est actuellement ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois menacé et menaçant, j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Pour moi, j'ai écrit ce livre sur Mahomet, puis j'ai recueilli dans un autre livre qui s'appelle Le vin mystique et autres lieux spirituels de l'islam, un ensemble d'essais qui tournent aussi autour de l'imaginaire de l'islam. C'était pour faire le point avec moi-même. Je pense que l'islam reste pour moi au-delà de la foi. Je n'ai pas la foi du charbonnier, je ne suis pas un croyant au sens strict du mot, mais je me réfère culturellement à l'islam et je suis fier de cette référence tout en souhaitant que l'islam entre dans une phase de dialogue actif avec la modernité car il y va à la fois de sa survie, de son action dans le monde contemporain et dans l'avenir, et il y va aussi de l'équilibre mondial. Mais je ne crois pas qu'on puisse résoudre les problèmes de l'islam à coup de tricks comme on le voit actuellement en Irak ou à coup de décrets pris à Washington quand M. Bush W. prétend par ce que les Turcs appelaient un firman, n'est-ce pas, un décret pris par la sublime porte, démocratiser par un coup de baguette magique l'ensemble de l'univers de l'islam en faisant fi de ses traditions, de sa civilisation, de ses hommes, de ses coutumes et de sa propre invention de l'avenir. Alors là, vous abordez ça, c'est un problème capital qui est celui de la relation entre l'imaginaire islamique et la modernité. Donc on peut toujours dire que la colonisation a
arrêter la possibilité qu'aurait pu avoir l'islam d'accepter, d'intégrer un certain nombre d'idées, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan de la démocratie, puisque, on le sait bien, la colonisation fige. Quand on veut garder sa propre culture et qu'on est agressé par l'extérieur, on se replie quelquefois chaudement sur ce qui nous appartient et cet imaginaire extraordinaire, merveilleux du monde musulman. Cela dit, l'arrêt de la créativité arabe, sortons, restons plutôt simplement dans le monde arabe, pas simplement dans la totalité du monde musulman, cette créativité avait quand même cessé avant la colonisation occidentale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Comment faire pour que la créativité arabe retrouve une puissance, une source et un sens de l'ouverture? Tous les empires, à un moment donné, périclitent. Ça a été le cas pour l'islam arabe, en tout cas, qui, à partir du XVe siècle, a donné des signes d'essoufflement que sont venus en quelque sorte précipiter les colonisations. Pas les colonisations occidentales. Il y a eu, il ne faut pas l'oublier, la colonisation turque. Oui, C'est vrai que les Turcs étaient convertis à l'islam, mais enfin, les Turcs ont tenu sous le boisseau l'ensemble de la civilisation musulmane, et pendant 4 siècles, 5 siècles, et cette civilisation, en effet, s'est repliée sur ses minima. Mais ensuite, les colonisations françaises, anglaises, espagnoles, hollandaises même, en Indonésie, que sais-je, ont fait que l'islam, en effet, s'est tenu prudemment en dehors du cercle d'une modernité qui n'était pas la sienne, qui n'était pas issue de sa propre profondeur. Alors, est-ce que vous pensez que maintenant, l'islam de lui-même, maintenant quand même que beaucoup de pays sont indépendants, pas tous, il y a les drames que vous avez évoqués, le drame terrible de la Palestine, que l'islam de lui-même, en plus grâce aux moyens considérables que donne le pétrole, va arriver à retrouver un souffle créateur? C'est un mythe, le pétrole. D'abord, le pétrole n'appartient pas vraiment aux Arabes, il appartient à 2 ou 3 il apporte de l'argent, à des pays arabes qui sont extrêmement égoïstes, qui sont extrêmement refermés sur eux-mêmes. Des universités, de la recherche, de la créativité. Si cet argent du pétrole était véritablement partagé, mais à moins qu'il y ait une révolution fondamentale dans l'ensemble des pays pétroliers, et cette révolution n'est pas souhaitée évidemment ni par les princes qui gouvernent ces pays, ni non plus par les grandes puissances. Bien sûr, n'est-ce pas, ce ne sont pas les Américains, quoi qu'ils en disent, qui vont encourager un changement de régime en Arabie Saoudite. Voilà, donc ma question portait sur cette ces éventuelles retrouvailles avec la créativité. Écoutez, la créativité existe. Vous prenez un Égyptien, vous lui donnez un laboratoire aux États-Unis et il a le prix Nobel de médecine, de chimie, n'est-ce pas? Vous prenez un Libanais, il y a 20 ans, vous le mettez à Londres, le docteur Peter Medawar, il a le prix Nobel de médecine. Alors pourquoi pas dans les pays arabes? Pourquoi pas dans les pays arabes? Parce que ces pays manquent dramatiquement de moyens, parce que les Arabes riches ne sont pas partageux et que les autres, la grande masse des peuples arabes, est pauvre, n'est-ce pas? Et qu'il y a toutes sortes de problèmes. L'autorité est une autorité ou archaïque ou militaire et n'encourage pas le développement de ces pays. La désertification fait des ravages considérables dans l'Afrique du Nord musulmane. La montée des islamistes due à tout ce dont nous avons parlé, et notamment l'espèce de blessure très forte qu'ont ressenti tous les peuples arabes qui ont pour partie trouvé une sorte de consolation, entre guillemets, dans un islam absurde et intégriste. Tout cela fait que l'islam est actuellement très en retard et qu'il faut, je ne sais quoi, mais j'y travaille avec d'autres, qu'il faut que l'islam retrouve le chemin de l'avenir sans se couper de ce qu'il est, sans se couper de sa tradition, car on ne peut pas inventer l'avenir sans en même temps garder la mémoire. La parole poétique peut jouer un rôle dans ces retrouvailles? Je le pense.
Ainsi se termine Fort intérieur avec comme invité le poète Salas Tétier qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord un extrait du Don Juan de Mozart, puis Pli selon Pli de Boulez et actuellement un Taksim, sitar et luth par Julien Djella Eddin Weiss. Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, à la technique Marie Le Peintre, chargée de réalisation Hélène Daude. Alors il y a énormément d'ouvrages disponibles encore de Salas Tétier. Nous nous sommes principalement appuyés sur Brise et attestation du réel chez Fata Morgana. Nous avons évoqué les carnets du méditant, nous avons évoqué Fièvre et guérison de l'icône, Si respirer, mais pour toutes ces références, vous pouvez aller sur la toile franceculture.com, aller vers Fort intérieur, et à ce moment-là, vous aurez toutes les références de Salas Tétier, dont je vous recommanderai très vivement de découvrir l'œuvre, et puis un de mes recueils préférés, qui n'est pas de la poésie, qui est considéré presque comme un récit ou un roman, je ne sais pas, mais enfin, lecture d'une femme aux éditions Fata Morgana, où on voit toute la sensibilité, la sensualité, cet amour de Salas Tétier pour la femme, qui n'exclut pas du tout l'ouverture métaphysique et même peut-être cette aspiration vers une sorte de vide, de silence, où pourrait se trouver un absolu. Alors je vous signale qu'il y aura cet été 5 rediffusions le dimanche soir à une heure un peu plus tardive d'anciens Fort intérieur, et nous nous retrouverons pour un direct et pour une émission nouvelle le 5 septembre. Et bien en attendant, je vous dis au revoir et vous souhaite un bon été.